Nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans une région plus précise qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara. C'est ce qu'on appelle le Sahel, c'est-à-dire une zone de prairie ou de steppe qui ourle toute la bordure sud du Sahara, depuis la vallée du Sénégal jusqu'à la boucle du Niger. Le fait marquant pour tous les archéologues spécialistes de la métallurgie qui travaillent dans cette région d'Afrique, c'est la présence de très nombreux hauts fourneaux qui témoignent d'une intense activité de production de métal au cours des 2 derniers millénaires. Et le point intéressant avec ces données archéologiques, c'est qu'elles complètent, elles comblent les lacunes qui sont celles des textes que nous possédons pour le Moyen-Âge africain. Il est important de rappeler dans quelle histoire s'inscrit notre perception de la métallurgie africaine du fer. Je dirais que 3 images se superposent les unes aux autres. La plus ancienne, c'est d'abord l'image du forgeron. On a tous en tête des images de films ethnographiques des années 30 ou 40 qui interrogent la figure du forgeron dans sa société, à travers ses gestes, etc. Je dirais qu'on a là une approche qui est une approche sociale, ethnologique, voire folklorique. La deuxième image, c'est celle des données archéologiques produites depuis 30 ou 40 ans. Et là, l'image qui ressort, c'est celle de la très grande diversité des technologies mises en œuvre par les forgerons des sociétés africaines anciennes. Et enfin, la troisième image qui se superpose à l'image sociale des ethnologues et à l'image technologique des archéologues, c'est l'histoire. Et c'est en quelque sorte les interrogations qui sont celles de la chronologie et qui sont celles des relations entre cette variété technologique et les grands royaumes africains du Moyen-Âge. Ici, nous sommes sur le site de Tiwega, qui est un lieu de production traditionnelle du fer. Cela se voit à travers l'épandage des scories et surtout à travers ce fourneau qui est l'un des mieux conservés du site et qui est daté d'à peu près 3 siècles. Comment ce fourneau fonctionnait-il? Le métallurgiste se procure dans un premier temps de minerais de fer qu'il concasse en petits morceaux avant de le charger dans le fourneau, alternativement avec du charbon. Le fourneau tire lui-même l'air à travers les tuyères placées en bas du fourneau. L'air entre donc par ces tuyères et remonte par le gueulard pour faciliter la combustion à l'intérieur du fourneau. 72 heures après, le métallurgiste casse une partie du fourneau pour laisser couler la gangue qui, une fois refroidie, devient de la scorie. Mais la masse de fer reste à l'intérieur du fourneau et le métallurgiste la récupère après refroidissement. Nous sommes sur le site métallurgique de Nimpoui qui se localise environ à 110 km au nord de Ouagadougou. Et sur ce site, nous avons environ 9 ateliers avec 3 dizaines de bases à raser et un fourneau encore stable. Nous avons un deuxième atelier qui se situe juste à l'est de ce site-là, qui compte environ une quinzaine de bases à raser avec un fourneau stable également. Alors pour la construction déjà de ce fourneau, les métallurgistes ont alterné une motte d'argile d'environ 5 cm intercalée donc avec des tuyères usagées pour la construction. Mais les fouilles ont permis de savoir qu'en réalité, on a un enduit externe qui recouvrait toute cette partie visible aujourd'hui. Et c'est donc les intempéries de la nature, notamment le ruissellement d'eau, les pluies, qui ont donc dégagé cet enduit qui se retrouvait, qui recouvrait donc le fourneau. Alors, à l'étape actuelle, lorsqu'on regarde, le fourneau est enfoui. Enfin, la base du fourneau est enfouie, la cuvette, elle est enfouie. Mais les fouilles ont également permis de mettre au jour un dôme au fond du fourneau, un dôme d'environ 15-20 cm de haut,
et sur lequel donc repose toujours un bloc cylindrique qui peut avoir également entre 15 et 25 cm de haut et un diamètre allant de 10 à 15 cm. Et donc, ce qui est associé à ce type de fourneau, c'est également les gros blocs qui ont une forme pyramidale. Et les fouilles ont permis au niveau de Nimpuy-Yamane de dater un fourneau au XIVe siècle. Et nous avons également trouvé ce même type de fourneau à Baktenga qui a été daté donc au XVe siècle. Nous avons donc des datations qui sont variables entre le XIVe et le XVe siècle pour ce type de fourneau. Il faut dire que ce fourneau est tout à fait différent en matière d'usage de techniques métallurgiques par rapport à ce que l'on trouve à Tiwega, qui se localise à 50 km d'ici. Il y a donc lieu de dire qu'au Burkina Faso, sur le plateau central, et même tout ce qu'aujourd'hui on a comme espace occupé par les Mossé, il y a une diversité de techniques métallurgiques. Nous sommes ici sur le site de Korsimoro, plus ou moins au centre du Burkina Faso, à 80 km de la capitale Ouagadougou. Le site de Korsimoro, que nous avons retenu pour une étude, a l'intérêt de se trouver à une distance relativement accessible de Ouagadougou et de présenter un faciès très intéressant avec plusieurs technologies superposées correspondant à des périodes différentes. Et après des débuts relativement à petite échelle, il y a une période d'expansion extrêmement importante qui se situe entre 1000 et 1500 de notre ère, au cours de laquelle environ 50 000 tonnes de scories ont été produites, ce qui doit représenter environ 5 000 tonnes de fer. Ce sont des quantités considérables qui montrent qu'à cette époque-là, le pays est approvisionné en fer à grande échelle et probablement que le fer produit ici à Korsimoro alimente une aire géographique assez importante, plusieurs centaines de kilomètres carrés certainement. Avec l'accumulation des données archéologiques, on est capable d'observer aujourd'hui, entre en gros 500 et 1500, un véritable pic de production du fer dans toute cette région du Sahel. Et ce qui est intéressant pour un historien, c'est que ces données archéologiques sont remarquablement synchrones avec les enseignements qu'on peut tirer des sources écrites, dans le sens où cette production métallurgique correspond de très près à l'émergence et au rayonnement des grands royaumes africains du Moyen-Âge. En fait, il faudrait parler des métallurgies africaines au pluriel, parce que s'il existe une métallurgie du fer, il existe aussi, dans différentes parties du continent, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, des métallurgies de l'or, du bronze ou du cuivre. L'or servait à la production de bijoux et de monnaies. Le bronze a laissé des statues magnifiques dans différentes cultures ouest-africaines, et le cuivre servait lui aussi à la production d'armes ou de parures. Alors pourquoi cette synchronie entre le pic de production du fer en Afrique de l'Ouest et l'essor des grands royaumes africains documentés par les sources écrites? Tout simplement parce que le fer est le matériau qui a permis la production d'outils agricoles, par exemple, la production d'armes également pour les conquêtes. On pourrait dire en somme que le fer, c'est le matériau du pouvoir. Alors il faut interroger les raisons du déclin de la production de fer en Afrique de l'Ouest autour du XVe siècle. Et là, je vois deux grandes raisons. La première, c'est le déclin du commerce transsaharien qui a affaibli les grands royaumes ouest-africains, à commencer par le Mali. Et la deuxième raison, c'est l'essor du commerce à travers l'Atlantique, organisé par les Européens, et qui a non seulement exercé une ponction humaine très très forte sur les sociétés d'Afrique de l'Ouest, mais qui a aussi mis sur le marché d'Afrique de l'Ouest de nouveaux objets en métal, et en particulier des lingots de fer. Ces fourneaux, ce sont des vestiges au sens archéologique, des vestiges qui nous permettent de documenter des phases anciennes de l'histoire africaine, qui nous permettent de reconstituer des savoir-faire et des techniques, mais ce sont aussi des objets et des sites patrimoniaux. C'est un patrimoine qu'il est important de préserver, qu'il est important de transmettre et qu'il est important aussi de valoriser, non seulement auprès du grand public, mais auprès des populations locales.
Bon, pour l'instant, les chefs de tueries mettent l'accent sur la sensibilisation pour que au moins le degré de délarvement ne continue pas. Bon, surtout avec les bergers, avec les tout petits qui peut-être par inadvertance pouvaient jeter des pierres, bon, pouvaient en tout cas avoir des actions malencontreuses à l'encontre des fous. On essaie de les sensibiliser sur le bien que l'enseignement que cela peut comporter pour tous et que c'est bon de le préserver pour les générations futures. L'objectif du festival de Kaya est tous les 2 ans d'inviter des forgerons ouest-africains pour montrer à la population le processus traditionnel d'obtention du fer. Donc on peut voir comment se transforme le minerai jusqu'en fer et puis en objet. Cette réactivation nous permet à la fois d'appréhender les savoirs techniques, mais aussi tout le savoir immatériel qui tourne autour de la métallurgie traditionnelle. Pour le grand public, mais pour nous aussi scientifiques, c'est important et je dirais c'est exaltant de voir cette matérialité vivre. Le festival de Kaya, voilà, c'est un lien très fort qui se tisse entre le matériel et l'immatériel, mais aussi entre le présent et le passé.